C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À la veille du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter, sans interruption, de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, tel que vous ne l'avez encore jamais vu ni entendu. C'est le roman de l'homme. Il est traditionnel, quand on veut mesurer la durée de l'humanité, de supposer que l'univers, qui a 15 milliards d'années, est raccourci en 1 an. Donc à cette échelle, l'univers apparaît, le Big Bang, le 1er janvier de l'année. La Terre, la vie sur la Terre sous forme microbienne apparaît vers le 1er septembre. Et les animaux plus organisés, les poissons, apparaissent vers le 1er décembre. Lucie, probablement la premier représentant des hominiens, arrive le 31 décembre au matin. Et l'homme de Lascaux, celui qui a peint ces cavernes, le 31 décembre à 23 heures. Et on a marché sur la Lune il y a 1 seconde. Chose étrange quand on y songe, depuis qu'il y a des hommes sur la Terre et qu'ils pensent, ils se sont passionnés pour le cosmos, pour les océans, pour les terres inconnues, pour les animaux fabuleux de la Genèse. Ils ont feuilleté le livre de la vie. Mais il a fallu attendre le 19e siècle pour que l'un d'eux se préoccupe réellement de son âge, ou si vous préférez de sa plus ancienne origine. S'il fallait donner une date à cette curiosité qui dès lors ne cessera plus de grandir, ce serait 1847. Un lieu, la baie de Somme. Un nom, Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes. Il est le premier à proclamer que l'outil est la preuve de l'homme. Une pierre de foudre détachée d'une roche dure par un éclair. J'ai tout de suite eu l'intuition que c'était l'œuvre d'un homme. L'homme antédiluvien. Pourtant, il m'a fallu des années d'obstination pour qu'il l'admette. Faut dire que tout était contre moi. Le progrès me donnait tort. En cette année 1835, Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes est directeur des douanes à Abbeville. Au moindre moment de liberté, il se fait chercheur. Il fouille inlassablement. Et il rapporte dans sa maison une collection d'objets en pierre, appelée alors pierre de foudre. Il est, sans le savoir, le premier préhistorien au monde. L'abbé Breuil, qui interviendra bientôt dans notre histoire, a dit de lui « Il a véritablement ouvert les portes de l'esprit humain à la notion encore insoupçonnée de la haute antiquité de l'homme. » Platon dit dans le mythe de la caverne « Représente-toi maintenant l'état de la nature humaine par rapport à la science et à l'ignorance, d'après le tableau que je vais faire. » Nous l'avons écouté. Nous avons transporté sa caverne à Comarque, en plein Périgord noir, où les plus illustres préhistoriens nous attendent. Voici le premier arrivé, Jean-Philippe Rigaud. Le Périgord est effectivement le pays de l'homme. On a l'habitude de l'appeler la vallée de l'homme. Le Périgord est une mosaïque de paysages, en fait.
Actuellement, on ne s'en rend pas très bien compte, mais au cours du quaternaire de ces temps préhistoriques, la végétation du plateau était différente de celle de la vallée. Les abris sous roches que l'on peut voir de part et d'autre de la vallée constituaient d'excellents abris pour l'homme, des abris naturels. Et il est toujours possible à n'importe quel moment, sous n'importe quelle condition climatique, à l'homme, avec de très faibles déplacements, de se procurer ce dont il avait besoin. Avec nous, un peintre et son chevalet. En écoutant les spécialistes, d'un trait de fusain, il va mettre leurs mots en images. On trouve du silex à peu près partout ici, dans les vallées, dans les terrasses, sur certains plateaux on en trouve également. Donc il avait à la fois de quoi s'alimenter, se nourrir, de quoi s'abriter et de quoi fabriquer les objets dont il avait besoin. Comarque, au cœur des âges primitifs, une verticalité, de la lumière à l'ombre. De même que Camille Jullian faisait de Saint-Grégoire de Tours l'ombilic de la Gaule chrétienne, Comarque, avec ses 80 000 ans d'habitat humain superposés, représente pour nous l'ombilic de la France préhistorique, celle de l'homme et de l'outil Homo faber. Ce terme d'Homo faber voulait bien dire quelque chose. C'était l'animal qui était capable de faire, donc c'était l'homme. Ainsi, ce serait l'homme qui aurait façonné avec soin, de façon symétrique, les pierres de foudre. L'homme et non l'orage. Un homme d'avant le déluge. Comment faire admettre une hypothèse aussi farfelue en plein 19e siècle, dans le calme de la province picarde, où la vie s'écoule doucement? D'autant qu'Abbeville, comme le reste du monde, se prépare au prodigieux essor des inventions. La locomotive, la communication, demain l'électricité. Un nouvel âge d'or. Avec fracas, l'homme qui se flatte d'avoir apprivoisé la nature se croit en mesure, grâce à la science, de conquérir l'avenir. Il vénère le dieu progrès. Mon ami le docteur Picard et moi, nous avions entendu parler de travaux de dragage à Mandrégour, dans une terrasse de la vallée de la Somme. On disait qu'au cours de ces travaux, on avait mis à jour les restes d'animaux disparus depuis très longtemps de nos régions. Éléphants, ours, rhinocéros. Nous y sommes allés. Le déluge avait englouti ce bestiaire, et pourtant, c'est là que nous avons trouvé notre premier silex taillé. Mon ami Picard en avait tiré la même leçon que moi. C'était la preuve qu'il y avait bien eu un homme antédiluvien. On nous a traités de fous. Les ossements qui sont trouvés là, les paléontologues disent ça, ce sont des ossements d'animaux qui n'existent plus maintenant. Et ces objets qui sont associés, ces objets en silex qui sont associés, ne sont pas des objets qui sont naturellement mis en forme comme ça, bien qu'il y ait une controverse sur ce point, mais ce sont des produits de l'activité humaine. Donc il y avait une association qui se créait à ce moment-là entre, disons, une origine très ancienne de l'homme, et beaucoup plus ancienne en tout cas que celle qui était généralement acceptée et qui était une origine, disons, je dirais biblique en fin de compte. Donc c'est cette association animaux disparus, donc très anciens, et ces objets qui créent les conditions favorables pour que l'idée d'un homme très ancien et peut-être différent de nous ait pu exister. Un homme très ancien? Aussitôt un prêtre s'indigne, il cite l'évêque Duchère. On peut tirer de la Genèse 140 dates possibles de la création du monde. La plus probable est le 23 mars de l'an 4004 avant notre ère. Un compte précis des générations qui se sont succédées entre Adam et Ève et la naissance du Christ. Un naturaliste vient à la rescousse. Ne voit-on pas combien il est humiliant pour l'homme de répondre que les premières civilisations aient pu faire usage d'armes ou d'outils en pierre? C'est en contradiction absolue avec les technologies des temps modernes. Enfin un troisième. Allons donc. S'il y avait quelques hommes sur la Terre avant le déluge, celui-ci en aurait emporté toutes les traces. Et ces hommes, que seraient-ils venus faire en baie de Somme?
Oh, je sais, moi, boucher de perte, je ne suis pas un savant. Je suis un bohème de la science. Je dis la bonne aventure. Et si parfois je touche juste, il y a là plus de bonheur que de mérite. C'est ainsi. Toutes les choses importantes ont déjà été dites par quelqu'un qui ne les a pas découvertes. Jusqu'à ce milieu du 19e siècle, on ne s'était guère préoccupé de l'existence éventuelle d'un ancêtre préhistorique. Il était tenu pour acquis que l'homme avait été façonné d'un coup, sans passé, soudain debout et pensant, comme nous le connaissons aujourd'hui. En prononçant le mot antédiluvien, Boucher de Perthes adressait contre lui les croyants et les scientifiques. Il voulait simplement dire que l'homme était infiniment plus vieux qu'on ne le pensait. La Bible, elle, nous dit que Dieu a créé la terre, puis les êtres vivants, et en dernier lieu, l'homme. Alors, prétendre que cet homme ait pu être le contemporain des mammouths et autres animaux antédiluviens, c'était lui ôter son caractère unique, c'était en faire un animal parmi les autres, c'était briser une représentation de supériorité qui était fortement ancrée dans l'imaginaire collectif, c'était trahir l'homme. Le verbe majeur du genre humain, celui qui le différencie de toutes les autres espèces. L'animal n'a qu'à être, l'homme doit faire. Il y a des animaux qui utilisent un certain nombre d'objets. Les exemples sont connus, le singe qui va prendre une branche pour attraper les termites ou une herbe. On a également dans le domaine des oiseaux, on a quelques exemples. Mais disons que cet outil, ce que l'on appelle outil, en fin de compte, ce n'est qu'une utilisation opportuniste, disons, de la morphologie normale d'un objet. Je crois que l'outil prend un sens tout à fait différent quand il s'agit d'une transformation de la matière, une élaboration d'un objet à partir d'un bloc de matière première. Peut-être que la première découverte a été accidentelle. Un objet naturellement fracturé a pu entraîner la réflexion suivante. Ah, mais ça, c'est bien pratique pour faire quelque chose. Mais la volonté de fabriquer, de transformer un objet naturel pour l'adapter à une fonction précise, répondre à un besoin de l'homme, c'est vraiment une définition qu'on pourrait donner de l'outil. L'outil, c'est le silex taillé. Il a beaucoup évolué dès les premiers âges de l'humanité, au fur et à mesure que l'homme en maîtrisait davantage la fabrication. Mais pour faire un silex taillé, il fallait déjà un outil. La première forme qui a permis à l'homme, avec un minimum de transformation, de fabriquer des outils, c'est certainement le galet. Parce qu'elle prenait sa place naturellement dans la main de l'homme. L'outil était déjà adapté. Et le geste élémentaire mais définitif, c'est de se servir d'une pierre contre une autre pour faire un objet nouveau. Tout à fait. Et on retrouve ce fameux galet, il devient le percuteur, qui va permettre, en heurtant un bloc de matière première, de détacher les éclats et donc de fournir le support pour de nouveaux outils. Ces outils étaient toujours considérés comme l'œuvre de la foudre. C'est ce qu'on avait rétorqué à Boucher de Perthes, quand on les trouvait au pied des arbres. On pensait que l'orage les y avait enterrés après les avoir arrachés à une falaise, d'où ce nom de pierre de foudre. Et voilà qu'en 1847, Boucher de Perthes trouve ce fameux silex taillé en association avec des restes d'animaux très anciens. Il en tire la conclusion que l'outil et le bestiaire étaient contemporains. Mais comment croire Boucher de Perthes? Il s'est qualifié lui-même de bohème. Paris refuse de le reconnaître et en dépit de ses nombreuses requêtes, personne ne vient à Abbeville vérifier l'authenticité de ses découvertes. Boucher de Perthes l'ignore, mais non loin de lui, un autre homme poursuit le même rêve et acquiert la même certitude. C'est à portée de train, à une distance ridicule si on la compare à la surface du globe. À Liège, en Belgique, plus précisément à Hongis. L'homme est d'origine hollandaise, né à Delft en 1791. Il est médecin et paléontologue. Il se nomme Philippe
Charles Schmerling. J'attache un grand prix à la présence de ces silex taillés dans les cavernes. Ils apportent la preuve irréfutable de l'existence de l'homme antédiluvien. C'est en 1829, sur la commune des Avires, que Schmerling fait la découverte d'ossements fossiles. Dès lors, il explore les nombreuses cavernes de la région, il y fait une impressionnante moisson d'objets de pierre taillée et de fragments de squelettes, dont un crâne. L'événement alors passe presque inaperçu. De nouvelles découvertes peuvent un jour décider pour d'autres pays ce que le nôtre met à présent hors de doute. C'est-à-dire que les ossements humains qui sont là ont été ensevelis à la même époque et pour la même cause que ceux des races animales éteintes. On va trouver à ce moment-là un crâne qui a des caractères humains, même si certains de ces caractères sont un peu archaïques, et on va trouver ce crâne en association avec des objets qui sont fabriqués, qui ont été fabriqués. Voilà, le fabricant est le produit de son activité. Ne dédaignons pas ces premiers essais de nos pères. Ils marquent la date de naissance de l'industrie et des arts. Si les hommes de l'âge de pierre n'avaient pas persévéré dans leurs efforts, nous n'aurions ni nos palais, ni nos chefs-d'œuvre. Le premier, dit Boucher de Perthes, qui frappe un caillou avec un autre pour en régulariser la forme, donne le premier coup de ciseau qui fait la Minerve et tous les marbres du Parthénon. Le peintre dessine, l'ouvrier taille. La taille du silex est une technique qui est assez complexe si l'on analyse en termes mécaniques. Il y a une onde de choc qui se répercute dans la matière première et qui provoque le détachement d'un éclat. C'est la forme de cet éclat qui est importante parce que les qualités mécaniques de cet éclat doivent répondre à une fonction bien précise. On en arrive à cette fameuse industrie de Levallois. La méthode Levallois, le nom de Levallois, c'est une méthode qui consiste à préparer le bloc de matière première duquel on veut enlever un éclat particulier, à le préparer, lui donner une forme qui va déterminer la forme de l'éclat que l'on va enlever. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation, disons, l'homme, l'artisan préfigure le produit de son activité dès le début. Donc on a la preuve que la pensée avait voulu cela, c'est plus accidentel, ça ne peut pas être... du tout accidentel. La conception préalable de l'objet est claire, est évidente. Finalement, tout est parti pour l'homme de la station debout. Expliquez-nous le rapport bras-cerveau. Le rapport bras-cerveau, disons que l'homme libéré de la nécessité de se tenir avec les mains va pouvoir donc utiliser, c'est un cliché de le dire, mais enfin va pouvoir utiliser ses bras pour faire autre chose, pour fabriquer notamment des objets ou utiliser les objets. La relation bras-cerveau est intéressante dans la mesure où l'homme va pouvoir concevoir avec son cerveau, avec ses facultés intellectuelles, va pouvoir concevoir l'objet dont il a besoin. Le bras devient l'agent d'exécution de ce qu'il a conçu. Mais c'est un cheminement qui est basé sur l'expérience. Dans telle circonstance, j'ai besoin de tel objet, et c'est cette forme d'objet qu'il me faut pour vraiment pouvoir réaliser cette fonction. Et la technique de le fabriquer, pour fabriquer cet objet, va être élaborée avec toutes les anticipations nécessaires jusqu'à la fonction, jusqu'à l'utilisation. Je pense que tout le monde était plus ou moins capable de faire le minimum d'objets dont il avait besoin quotidiennement. Disons,
la boîte à roue, outils. la boîte à outils. Voilà. Alors cette boîte à outils de Levallois, ça pourrait se composer de quel genre de choses? Oh, on pouvait avoir quelques racloirs, quelques couteaux, quelques pointes. C'était relativement simple, malgré une variété de formes. Les principes essentiels étaient ceux-là. Quelques objets adaptés à des fonctions qui permettaient de faire face à toutes les situations pratiquement que l'on rencontrait dans la journée. Ce sont déjà, sous d'autres formes, nos préoccupations d'aujourd'hui. Se nourrir, se vêtir, donc chasser, dépecer, découper, tailler. Changement de décor. Port de Leyte, Angleterre. L'homme s'appelle Charles Darwin. Il est né en 1809 à Shrewsbury et le 23 novembre 1831, il s'embarque comme naturaliste pour un voyage de 4 ans et 9 mois à bord d'un navire océanographique, le Beagle. L'expédition va le conduire dans l'Atlantique Sud, de Rio de la Plata à Bahia Blanca, puis à la Terra de Fuego, la Terre de Feu. C'est cette Terre de Feu qu'il voit grandir devant lui. Et dont, au hasard d'une rencontre avec les indigènes, il va tirer une conviction qui, sitôt exprimée, va bouleverser son siècle. Au soir de sa vie, le souvenir de cette rencontre continuera de le hanter. Oh, the revelation. Jamais je n'oublierai l'étonnement que j'ai éprouvé lorsque j'ai vu pour la première fois un groupe d'habitants de la Terre de Feu sur un rivage sauvage et dentelé. Car l'idée me traversa alors l'esprit que nos ancêtres étaient semblables à eux. Londres au bout du long périple de retour. Le voyage vers la civilisation industrielle. L'incrédulité des uns. La malédiction des autres, l'ironie. Et pourtant Darwin ne se résigne pas. Il ne fait aucun doute que nous descendons de barbares. Barbare? Cet homme qui, le premier dans la création, invente l'outil pour faire et l'arme pour survivre, d'autant que dès lors il ne cesse plus de se perfectionner. Cette évolution des techniques conduit à la fabrication de lames. Ce qui était important, c'était d'avoir des supports en silex allongés, légers, donc beaucoup plus légers, avec, disons, un bord tranchant beaucoup plus important qu'un simple éclat que l'on sortait d'un bloc de silex. Et de manière qu'il soit adaptable ensuite aux manches. Très rapidement, adaptable aux manches ou adaptable à la fabrication d'outils tels que des burins, des grattoirs, des pointes de projectiles. C'est un progrès considérable, dans la mesure où l'objet contondant qui était au bout d'un manche et que l'on était obligé de porter et de pousser pour tuer un animal, c'était un contact très proche entre l'animal et l'homme. Le fait de faire une pointe de projectile, c'est-à-dire d'armer un instrument que l'on va lancer et qui va permettre d'atteindre une proie à une certaine distance, c'est quelque chose qui va changer considérablement les conditions de chasse. Les silex, les os taillés, on les avait. Pour avoir l'homme, il fallait le déterrer et le montrer. Boucher de Perthes écrit à un ami, il faut aller prudemment et initier le public peu à peu à cette nouvelle science, l'archéogéologie, pour laquelle je combats depuis 30 ans sans pouvoir crier victoire. Enfin, un jour, la grande, l'extraordinaire nouvelle. Dès qu'il apprend, Boucher de Perthes se rend sur la tombe de son ami Casimir Picard. Mon vieux camarade, une grande nouvelle. Elle arrive trop tard pour toi. Après un quart de siècle de combat, en cette année 1856, tout s'est précipité. Ils l'ont trouvé. Le crâne de l'homme qui tenait l'outil. À Néandertal, en Allemagne. On dit même qu'un Belge, un certain Schmerling, en aurait découvert un autre avant lui. Enfin, partout, mon ami. Enfin, tout bouge.
Décidément, on ne veut pas que l'homme soit vieux. Et pourtant, il l'est. Toutes les négations du monde ne le rendront pas plus jeune. Et il faudra bien qu'un jour on le voit comme il est. La vérité dort, mais elle ne meurt pas. Tôt ou tard, elle s'éveille, elle se montre, et elle nous crève les yeux.